Merci beaucoup d'être là. Et vous avez à peu près 40 minutes. N'oubliez pas qu'il y a du café et du jus d'orange pour ceux qui voudraient se servir. Et puis, on aura une discussion dans 40 minutes. Bonjour. D'abord, merci aux organisateurs. Et on peut penser que je connais Emmanuel Hirsch depuis fort longtemps. Et donc, j'imagine que c'est aussi une invitation un peu surprenante, un peu presque anachronique, puis, au sens où je ne suis absolument pas un spécialiste des questions d'éthique. Mais il se trouve que pour deux activités, j'ai quand même été amené, on peut dire, à réfléchir, voire à écrire sur les questions d'incertitude et surtout les questions de décision en situation d'incertitude. Et on peut dire que là, on est évidemment au cœur, ou du moins en relation très proche avec les questions d'éthique. Et puis pour des activités professionnelles, j'ai eu une certaine connaissance du monde médical, surtout du monde hospitalier. Et donc, bien que j'ai annoncé un titre autour de l'environnement, parce que c'est ce que je connais le moins mal, je n'ai pas pu m'empêcher et je n'ai pas résisté à la tentation, et je suis quand même allé voir un certain nombre de choses du côté aujourd'hui du droit des malades et de leur effectivité. J'ai essayé de faire un point aussi avec les questions de décision et de gestion de l'incertitude. Voilà. Alors, brièvement, je dis que mon invitation pouvait paraître un peu anachronique, au sens où moi, je n'ai jamais été un adepte de l'éthique. Je n'ai pas de position particulièrement critique, je ne suis pas un anti-éthique, mais je ne suis pas un pourfendeur. Mais en revanche, j'ai toujours été, et certainement mon côté juriste, mais aussi le côté pragmatique des sociologues, j'ai plutôt eu toujours des positions en termes d'un usage, on peut dire d'un usage modéré, d'un usage homéopathique de l'éthique, presque comme en dernier ressort. Voilà. Travaillant sur les questions d'incertitude, malgré tout, on peut dire que je partage, ou les gens qui travaillent sur ces questions-là, partagent beaucoup de points communs, de préoccupations communes avec ceux qui sont intéressés par les philosophes, épistémologues, etc., qui sont intéressés par les questions d'éthique pour toute une série de raisons que je vais brièvement résumer. C'est que toutes les situations d'incertitude, on est au moins confronté à, disons, trois types de difficultés. La première, c'est en général un manque de connaissances objectives, de données, qui permettrait de prendre la mesure. On est d'autre part confronté à des situations sociales où des intérêts ou des valeurs divergentes coexistent et quelquefois s'affrontent. Et également avec le fait, et on le voit bien que ce soit en matière d'environnement comme en matière de santé, des situations dans lesquelles les sociétés se transformant, les besoins d'innovation, les besoins d'expérimentation, mais donc du coup les questions de limites sont aussi très importantes. Donc, si vous voulez, là où je me retrouve tout à fait avec ces préoccupations, c'est le fait que la difficulté dans laquelle beaucoup d'acteurs sociaux se trouvent, c'est fixer ou trouver des critères à un moment donné qui permettent de prendre un certain nombre de décisions dans ces situations d'incertitude. Et on peut dire que ce qui fait aussi, on peut dire, dans la période depuis le milieu du XXe siècle, ce qui a fait l'apport de la réflexion éthique, mais qui s'est d'abord concentré sur les questions de vie, les questions de santé, de fin de vie, etc. On voit bien que la question du prendre des décisions en incertitude, mais en gardant comme priorité le souci de l'autre, le souci d'une altérité, est une dimension
fondamentale. Alors là où disons, je suis un peu à distance, mais je ne suis pas le seul, avec les préoccupations critiques, c'est avec les préoccupations éthiques, donc le lieu où se développe la critique, c'est toujours le débat pour savoir si est-ce que l'éthique se développe-t-elle toujours là où le droit s'arrête? C'est ce que l'on dit classiquement. L'éthique intervient quand le droit s'arrête. Mais les observations pratiques montrent que ce n'est pas toujours le cas et que dans un certain nombre de situations, l'éthique est au contraire finalement invoquée pour limiter les règles de droit, pour éviter le regard de tiers et qu'elle peut servir aussi pour certains professionnels d'écran à un certain nombre de préoccupations. C'est d'autant plus, cette situation-là est d'autant plus sensible dans les situations ou dans les rapports sociaux où il y a de l'inégalité entre les acteurs. Cette inégalité, la question est alors de savoir comment est-ce qu'on peut la prendre en compte, comment est-ce qu'on peut éventuellement la compenser, la rattraper, la rééquilibrer. Or, dans beaucoup de domaines, jusqu'à une période, presque on peut dire tout au long du XXe siècle, disons ça comme ça, puisque nous n'y sommes plus, l'essentiel des situations sociales auxquelles les acteurs étaient confrontés étaient des situations dans lesquelles existait et existe encore un pouvoir oligarchique, c'est-à-dire des situations où l'inégalité entre les acteurs est posée et elle est juste, et on cherche toujours à la justifier. C'était le cas pendant très longtemps sur la relation entre les médecins et les patients, mais on le voit bien aussi en matière environnementale, entre les ingénieurs et la population, les habitants, ou par exemple en matière financière, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, entre les banquiers, les financiers et leurs clients, les citoyens, etc. Ce sont des situations dans lesquelles la dissymétrie on peut dire des positions et des pouvoirs est très forte, et se pose alors la question de savoir donc comment est-ce qu'on peut y trouver des réponses. Ce que l'on peut dire à propos de cette dissymétrie, c'est qu'elle a régulièrement un impact très fort sur la question des règles de la production de droit et surtout sur son application, sur l'effectivité du droit. Et on voit bien que ceux qui sont détenteurs d'un pouvoir important, une oligarchie, préfèrent toujours s'en remettre à des principes qui vont leur permettre, qui vont choisir, plutôt qu'à des règles qui leur sont extérieures et qui leur seraient imposées. S'en remettre à des principes d'ailleurs, qui sont souvent des principes plus ou moins immanents, plus ou moins formalisés, plus ou moins partagés et plus ou moins validés par les communautés professionnelles. Mais c'est des principes qui présentent pour ces acteurs sociaux-là l'avantage d'être formulés dans des catégories endogènes, dans des catégories qu'ils maîtrisent, et aussi donc des formes de principes qui ont, on peut dire pour conséquence qu'ils préservent leur autonomie de choix, de décision, d'orientation de leurs pratiques, et qu'ils tendent toujours à éviter le recours à des tiers, l'horreur absolue, bien évidemment, étant le recours au juge qui aurait à trancher sur des domaines qu'il ne connaît pas, ne comprend pas, et sur lesquels il est totalement incompétent. Pour vous faire sourire, en préparant cette petite présentation, à quel point donc ça me préoccupait dès la semaine dernière, il se trouve qu'en lisant tout à fait autre chose, à savoir un document passionnant qui est le supplément Économie du Monde, je suis tombé dans le numéro du 3 juin, page 6, sur un article que je vais évidemment vous résumer, et qui me semble assez bien illustrer ma préoccupation, que je viens de vous expliquer en termes généraux sur le pouvoir oligarchique et la préservation, disons,
de normes et de règles internes. Alors, il s'agit donc, ça ne s'invente pas, donc j'ai donné mes sources, ce n'est pas un gag, ça le pourrait. Donc c'est une banque qui s'appelle très modestement Civilized Bank, la banque civilisée. Et elle envisage de faire prêter, je cite, un serment éthique à ses futurs recrues. Je cite encore l'article, l'objectif est, après toute une série de crises à répétition, de changer la culture des institutions financières. Et, dit le journaliste, il ne faudrait pas qu'un nouveau serment d'Hippocrate pour les banquiers soit, excusez l'expression, un cache-sexe pour éviter la régulation publique. Et pour moi, si vous voulez, le point sensible, il est bien là. C'est-à-dire comment faire coexister des droits, l'exercice de droits et un certain nombre de principes de réflexion plus générale. Alors, je vais prendre d'abord l'exemple des pratiques en matière d'environnement où les problèmes liés à des incertitudes sont extrêmement nombreux et n'ont cessé, disons, de croître et de se multiplier depuis les années 70, même si les questions sont beaucoup plus anciennes. Et c'est typiquement des situations, pensez aux organismes génétiquement modifiés, à tout ce qui est la gestion des déchets nucléaires, mais à l'usage de toute une série, production et usage de toute une série de produits chimiques dans l'alimentation, dans l'agriculture, etc., etc. Donc la liste est sans fin. En matière environnementale, au fond, les choix qui ont été faits ont été d'essayer de circonscrire ces problèmes-là par la mise en place de procédures. Et on peut considérer que, enfin, je fais partie de ceux qui considéraient qu'effectivement, même si les procédures ne réglaient pas tous les problèmes, c'était cependant une assez bonne façon de mettre à plat les enjeux et de trouver un certain nombre de réponses. L'exemple que l'on peut donner, parmi beaucoup d'autres procédures environnementales qui existent, c'est, vous voyez, très régulièrement affiché partout, c'est l'existence d'enquêtes publiques ou de tout ce qu'on appelle toutes les activités de concertation avec les populations concernées par telle ou telle implantation, telle ou telle rénovation. D'ailleurs, le lieu où nous sommes a été, dans les années 90, un haut lieu de revendication contre la rénovation, un certain type de rénovation urbaine, et également a permis à ce que, finalement, sur la base de la concertation, un certain nombre de choix aient été modifiés et d'autres plus positifs aient été réalisés. Alors l'idée de base de ces procédures de concertation est de dire que finalement ces procédures devaient d'abord permettre, on peut dire, de mettre autour de la table ou de faire l'inventaire du maximum de parties prenantes, c'est-à-dire d'acteurs sociaux concernés par tel ou tel enjeu. Et disons, les choses s'étant développées dans le temps, cet inventaire des parties prenantes a été aussi régulièrement considéré comme devant être sans cesse renouvelé, élargi, repensé. Voilà, les parties prenantes n'existent pas une fois pour toutes, etc. Ces procédures de concertation avaient également pour effet de faire, l'inventaire du maximum de dimensions, du maximum d'enjeux concernés, y compris des enjeux qui peuvent, a priori, sembler très minoritaires, concerner très peu de gens, ou ayant une valeur purement, on peut dire, purement symbolique, mais qui en même temps peuvent avoir des effets importants, entre autres dans les mobilisations. Ces procédures de concertation permettaient aussi, dans ce sens-là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'incertitude, d'approfondir les connaissances, aussi bien sur les acteurs, leur position, leur raison d'agir, et aussi finalement sur les possibilités de choix, quelles étaient les actions disponibles.
Une expression que j'aime bien est de dire que ces procédures de concertation permettent de mener ce qu'on appelle des actions mesurées. Mesurées dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qui reposent sur des mesures, c'est-à-dire sur un certain degré d'objectivation, contradictoire, avec finalement des accords partagés. Pour que les mesures soient légitimes, il faut qu'elles soient partagées par le maximum d'acteurs concernés. Et puis également des actions mesurées au sens où, on veut dire, des actions qui ne sont pas définitives, qui ne transforment pas radicalement les situations, mais qui peuvent être révisées, qui peuvent dans le temps évoluer. C'est-à-dire, dans ce sens-là, la formule que nous utilisons habituellement est de dire, contrairement à Alexandre et au nœud gordien, il est possible de décider sans trancher. Parce qu'une fois que l'on a tranché, on est dans l'irréversible. Donc, comment il s'agit bien de prendre des décisions, mais de prendre des décisions qui peuvent être révisées. Ça, c'est sur le cadre général. Maintenant, si l'on regarde la concrétisation de ces démarches de précaution, je donnerai brièvement que deux exemples pour éventuellement les développer lors des questions. On voit bien que les résultats sont loin d'être satisfaisants, c'est-à-dire les objectifs que je vous ai présentés, qui peuvent sembler tout à fait nobles et crédibles, et même avoir reposé sur un grand souci d'efficacité. En même temps, ces procédures sont loin d'avoir résolu. Je ne sais pas si vous avez écouté la télévision ou la radio pendant le week-end, il y avait encore une mobilisation à Bure à propos du choix du site français d'enfouissement des déchets nucléaires. Le débat est ouvert depuis les années 90. Donc on n'a toujours pas trouvé une façon de gérer cette situation-là, si ce n'est que si on le voit positivement, on peut dire aussi que c'est une situation dans laquelle ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le pouvoir des ingénieurs, le pouvoir économique, le pouvoir de l'ANDRA, de EDF, du CEA, ne s'est pas imposé. Il n'y a pas eu jusqu'à présent de passage en force. Alors on est dans cette situation-là, qui évidemment, on peut dire, est globalement insatisfaisante au premier degré, mais en même temps qui montre les avantages et limites de ce type de procédure. Un autre exemple que l'on peut donner, qu'Emmanuel connaît bien, c'est à propos des biotechnologies, donc tout ce qui concerne les possibilités d'intervention sur le monde vivant, dont la question des OGM est la plus significative, mais elle n'est pas les seules. Un comité très intéressant a été mis en place en 2008, qui est le Haut Conseil des biotechnologies. Il repose sur un schéma qui est tout à fait intéressant comme exemple, comme stratégie finalement de réponse à une situation d'incertitude, puisque au fond, ce Haut Conseil est formé de deux comités qui s'interpellent réciproquement, puisqu'il y a d'un côté un comité scientifique qui doit produire des travaux sur les impacts environnementaux, sanitaires, etc., des biotechnologies, et il est en interaction avec un comité économique et social qui, lui, pose régulièrement des questions sur les risques sociaux, sur les questions de réception, de compréhension, etc. Donc, de 2008, on n'est pas encore à 10 ans, disons, de fonctionnement. On ne peut pas dire que la situation est très proche de celle des déchets nucléaires. C'est-à-dire qu'au fond, en matière d'OGM, les situations ne se sont pas radicalement transformées. Et surtout, comme vous en souvenez peut-être il y a 2 ans, régulièrement encore des crises apparaissent. Souvenez-vous de ce chercheur qui avait publicisé des images tout à fait effrayantes de rats ayant mangé des OGM, etc., etc. Vous voyez, donc on avait l'impression qu'on était quand même 15 ans en arrière. Que toute cette démarche-là avait quand même produit peu de choses, pour que tout d'un coup un événement comme ça soit possible et qu'il n'y ait pas de réponse immédiate pour l'arrêter. Donc, voilà, le temps passe, donc je vais puis vous donner
Un autre exemple, mais simplement, juste pour le citer, parmi les procédures très intéressantes qui ont été créées à partir de 1995 et renforcées en 2002, on a créé une commission nationale du débat public pour les grands chantiers, les grands travaux. Quand on voit les conflits très sérieux et les affrontements qui ont eu lieu à Notre-Dame-des-Landes, à Sivens, aujourd'hui à Royaumont, voilà, on voit bien les limites de ce type de procédure. Donc si je mets les deux côtés en avant, si vous voulez, c'est-à-dire que face à des situations d'incertitude, on peut répondre par des procédures, mais leur concrétisation, leurs effets sociaux, on peut dire, sont très lents à produire des effets et dans un certain nombre de cas, jusqu'à présent, ne sont pas parvenus à, disons, à résoudre les situations. C'est là où je dévie un peu de mon sujet, mais c'est une façon complémentaire de traiter la question. La première, donc, c'était de dire que face à des situations d'incertitude, il peut y avoir des procédures, elles présentent des intérêts et des limites. Voilà. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, et là je prendrai l'exemple de la santé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faudrait pas que les préoccupations éthique soit l'occasion, soit un écran à la production de droits et à l'exercice de droits fondamentaux. Je rappelle deux choses. Donc, certains dans la salle connaissent le dossier aussi bien que moi, mais comme nous avons été les uns et les autres très engagés dans la loi de préparation de la loi sur les droits des patients de 2002, je rappellerai quelque chose. Dès 1997, les associations de défense des malades ont mis en avant comme revendication l'accès direct au dossier médical. Et l'idée que le dossier médical n'appartient pas aux médecins, mais qu'il n'appartient pas, on peut dire, davantage aux patients, mais qu'il s'agit de construire une information partagée. Or, jusqu'en 2002, on va dire, alors disons jusqu'à fin 2001, le temps que les choses se mettent en place, on nous a régulièrement opposé des arguments éthiques pour justifier le non-accès. Je les rappelle, d'une part, l'idée selon laquelle l'éthique médicale exigeait finalement, ou plutôt la déontologie, le recueil d'informations sur le patient, d'informations personnelles, des éléments de fait, des éléments de contexte, quelquefois des jugements de valeur, et que le patient n'avait pas à savoir, en gros, ce que le médecin pensait de son patient. La deuxième chose, c'était l'idée très régulièrement rapportée à propos, que ce soit des diagnostics en matière de cancérologie ou en matière, entre autres choses, de maladies génétiques rares à l'époque, ou aussi en matière de psychiatrie, l'idée, le postulat selon lequel les patients n'étaient pas capables d'intégrer, de supporter les pronostics qui étaient portés sur eux, et qu'on vous sortait toujours le cas de la personne qui, en sortant d'une consultation, avait fait une tentative de suicide, etc. Note de bas de page, on n'entendait jamais à l'époque une préoccupation sur ce qui aujourd'hui est devenu les problèmes d'annonce, le problème de comment est-ce qu'on présente un diagnostic. À l'époque, c'était non, mais les patients ne supporteront pas, donc c'est pas possible, pas d'accès. Voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est un exemple très concret qui montre qu'à certains moments, les revendications éthiques peuvent être un écran pour, disons, limiter la production de droits fondamentaux. Et alors, ma curiosité m'a amené à me demander, mais alors aujourd'hui, au fond, tous ces droits qui ont été reconnus, enfin ces droits qui ont été reconnus en 2002, alors où en est-on de la mise en œuvre et de l'effectivité? Donc je suis allé aux bonnes sources. C'est vrai que l'assistance publique a le mérite de produire, justement, objectif, produit de la connaissance. Donc ce que je vais vous donner, je les ai là, c'est des documents qui sont produits, c'est la synthèse des travaux, des commissions de relations avec les usagers, la qualité je ne sais jamais, voilà, la qualité des soins. Donc ce que l'on peut remarquer, c'est deux choses. C'est qu'à propos des droits fondamentaux, on dit donc la question de droit à l'information, consentement, accès au dossier médical. Restons sur ça. Il y a une ligne téléphonique, Santé Info Droit,
qui est créée depuis 2007, elle reçoit à peu près 3000 appels par an sur ces questions-là. Ce qui veut donc dire qu'il y a une demande. Et en même temps, toutes les limites qu'on peut avoir, qui téléphonent, mais on peut penser que la demande est plus forte que ces 3000 demandes. Enfin, ça donne une idée. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis ces... Ah oui, depuis 2010, c'est-à-dire depuis qu'il y a vraiment des statistiques, donc sur ces 3-4 dernières années, la tendance est à l'augmentation de ces demandes-là. Alors on peut le dire, c'est parce que la ligne est plus connue, que les gens osent plus le faire. Ça ne veut pas dire qu'il y a davantage de problèmes, d'accord. Mais enfin, simplement pour dire qu'il y a quand même une attente. Quand on regarde alors les réponses institutionnelles, qu'est-ce qui se passe du côté de l'assistance publique, une chose qui est tout à fait frappante, c'est qu'ont été mis en place, certains d'entre vous le savent bien, des médiations médicales, pour traiter les demandes les plus graves qui sont adressées aux commissions de relations avec les usagers. Et là, si vous voulez, je pense qu'il y a un chiffre au moins qui donne à réfléchir. C'est que les seuls 2% des plaintes ou des demandes qui sont adressées à ces commissions de relations avec les usagers donnent lieu à la saisine d'un médecin médiateur. Alors de deux choses l'une, soit ça veut dire que ces plaintes sont complètement dérisoires, soit que personne n'apprécie bien l'impact qu'elles peuvent avoir. Mais quand on regarde aussi un peu plus précisément les données de la PHP, on voit deux choses. D'abord que le nombre de ces saisines, quand je dis 2%, il faut savoir encore combien ça fait. Sur 35 sites, en 2010, il y en a eu 164, en 2012, 141. Bon, on ne va pas faire de grands commentaires sur cette tendance. On peut dire que c'est au moins stable, voire descendant. Ce qui veut donc dire, par hôpital, 4 ou 5 dossiers par an, finalement, pour lesquels les médecins médiateurs sont saisis, en sachant qu'en plus, il y a de grandes disparités entre les établissements. Donc, si vous voulez, ce que je voudrais simplement souligner, de mon point de vue, dans ces cas-là, c'est la disproportion qu'il y a entre l'ampleur d'un certain nombre de discussions de type éthique, ce qui n'est pas une façon d'en dénier l'importance, la fin de vie, la gestation pour autrui, etc. Mais c'est la disproportion entre ces cas-là et cette réflexion-là, et puis ce qui est pour moi, et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, l'invisibilité, c'est quand même ça, de tous ces problèmes récurrents d'accès au droit, malgré aujourd'hui l'existence d'une loi, malgré l'existence de comités, malgré l'existence de ressources qui existent dans l'institution. Mais on voit bien donc une effectivité qui reste très faible. Juste pour conclure, vous dire que le problème n'est pas typiquement français. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, il y a un article d'un chercheur belge qui est sorti cette année, qui s'appelle Fabrizio Cantelli, qui a fait une comparaison entre la Belgique et le Canada, et le Québec en particulier, et il montre pourquoi finalement, il essaie de comprendre pourquoi en matière d'accès aux droits et de défense des droits, les Canadiens sont beaucoup plus, disons, avancés et performants que les Belges et les Français, qui ont un modèle à peu près équivalent. Et il montre que, au fond, il y a toute une série de ressources qui ont été développées au Canada en donnant aux commissions d'usagers tout un ensemble de moyens, aussi bien matériels, que ce ne soit pas une sorte, comme c'est en France, de volontariat plus ou moins, qui repose sur la bonne volonté des personnes, simplement, donc des moyens d'organisation, mais aussi, très important, des moyens cognitifs, des moyens d'apprentissage, des moyens de formation, qui permettent, par exemple, à ces comités d'usagers eux-mêmes de demander et de financer un certain nombre de contre-expertises ou d'expertise sur des sujets qui leur semblent sensibles, donc pour faire émerger des problèmes. C'est aussi un pays dans lequel, en matière de santé,
la question, le recours à un défenseur des droits comme nous l'avons, mais surtout sur les questions de discrimination en matière de santé, a pris beaucoup d'importance au Canada. Et puis le troisième élément qui met en évidence, c'est à quel point, au niveau des établissements professionnels, mais aussi pour certaines spécialités médicales, la question du suivi des plaintes, des demandes des usagers a été très fortement intégrée avec, disons, la gestion de la qualité et l'évolution des pratiques. Donc, pour sa conclusion, c'est l'augmentation des moyens, les meilleures coordinations qui ont renforcé un accès aux droits et donc lui ont donné une plus grande effectivité. Pour terminer, donc, c'est simplement sur ces 2 points que je voudrais attirer votre attention, c'est que un certain nombre de procédures peuvent être mises en place ou développées, parce qu'il en existe déjà. Il y en a beaucoup moins en matière de santé qu'il y en a en matière environnementale, mais donc voilà, il y a certainement un certain nombre d'échanges qui peuvent avoir et de modèles qui peuvent être trouvés, mais qu'en même temps, évidemment, ces procédures doivent être régulièrement évaluées, transformées, complétées. Il y a un projet de loi d'ailleurs actuel sur les procédures de réforme des procédures environnementales. Et sur le plan de la santé aussi, je pense que vous voyez cet écart entre l'attention et l'intérêt à porter aux questions éthiques, même si on le comprend bien évidemment par rapport à tous les enjeux intellectuels, philosophiques, etc., ce n'est pas une raison pour ramener les questions d'effectivité du droit uniquement à des problèmes de communication, des problèmes de difficulté d'organisation, comme s'il n'y avait pas d'enjeux plus importants liés à ces situations.